Chaque jour, on démarre nos voitures, on branche CarPlay, on laisse les assistances bosser et on oublie les idées folles qui ont voulu révolutionner l'auto bien avant. Certaines ont brillé, d'autres ont explosé en plein vol et quelques-unes ont juste vieilli plus vite que des phares jaunes sous la pluie. Souviens-toi, les compteurs à rouleaux comme des machines à sous, les tableaux de bord digitaux des années 80 qui gelaient au premier matin d'hiver, les boîtes robotisées géniales qui passaient les vitesses comme un stagiaire fatigué. Et que dire des toits vinyles luxe américains sur nos berlines françaises ou de la suspension hydropneumatique qui te faisait flotter jusqu'à la facture d'entretien. Sur le papier, c'était le futur. Sur la route, souvent une belle histoire à raconter au contrôle technique. Alors, pourquoi ces révolutions ont-elles fini à la casse? Trop en avance, trop fragiles ou juste pas faites pour la vraie vie? Aujourd'hui, on rembobine la cassette, paix à ton âme, l'autoradio Pioneer, et on redécouvre 20 innovations automobiles que la France a adorées, puis oubliées. Dans les années 50 et 60, les constructeurs français voulaient réinventer la façon de conduire. Et Citroën, Peugeot, Renault avaient trouvé la solution. Déplacer la boîte de vitesse au volant. Fini le levier entre les sièges, place à un petit manche chromé finement articulé derrière le volant. Sur une DS, une 404 ou une Renault 16, ce geste donnait presque l'impression de piloter un avion. Et surtout, il libérait l'espace à l'avant. 3 personnes pouvaient voyager côte à côte, serrées mais dignes, comme dans une scène de film de sautet. Mais la magie s'arrêtait là où commençait la mécanique. La tringlerie, longue comme une journée de pluie, rendait les passages de vitesse aussi précis qu'un tir de catapulte. Les engrenages grinçaient, les vitesses craquaient, et les garagistes connaissaient déjà la fin de l'histoire. Car au fond, cette invention était typiquement française. Brillante, poétique et pas toujours pratique. Dans les années 70, la boîte au plancher a pris le relais. Plus directe, plus moderne, moins capricieuse. Et aujourd'hui, cette fameuse boîte au volant reste le symbole d'une époque où on préférait l'élégance à l'efficacité et où chaque changement de vitesse avait du style, même quand il faisait grincer des dents. C'est sans doute l'une des plus belles illusions de l'automobile des années 70, le toit vinyle. Sur le papier, c'était le raffinement à la française. Peugeot, Citroën, Simca, Renault, tous proposaient cette touche chic inspirée des cabriolets américains. Un revêtement noir, granuleux, censé donner à ta berline un air de limousine. Sur une Peugeot 504, une Simca 1307 ou une R16 TX, ça avait de la gueule. Sous un lampadaire, la carrosserie brillait, le toit contrastait, on aurait presque cru à un modèle haut de gamme. Mais la réalité, elle, n'avait rien de glamour. Sous le soleil, le vinyle se craquelait. Sous la pluie, il gonflait comme une peau d'amphibien. Et dessous, la tôle commençait à rouiller en silence. Les carrossiers ont vite compris que ce luxe se décollait aussi bien qu'un vieux sticker. Certains propriétaires ont même tenté de repeindre par-dessus. Erreur fatale, la rouille gagnait la partie. À la fin des années 80, plus personne n'en voulait. Le vinyle symbolisait désormais l'embourgeoisement raté, ce moment où l'on veut faire riche avec du plastique. Aujourd'hui, seuls les collectionneurs en rient, caressant ce faux cuir craquant comme on touche un souvenir, celui d'un temps où le mot premium se collait littéralement à la carrosserie. Ah, les années 80, tout devait être moderne, électronique et si possible, inspiré des avions de chasse. Les constructeurs se rêvaient en pionniers du futur et ont troqué les aiguilles mécaniques contre des tableaux de bord numériques. Citroën lançait sa BX Digit, Renault proposait la 11 électronique et même Fiat s'y mettait avec la Uno SX. Les chiffres s'illuminaient sur fond noir, le compte-tours ressemblait à un jeu vidéo et les conducteurs se prenaient pour des pilotes de chasse sur la N7. Mais très vite, la réalité est venue refroidir les circuits. Les afficheurs à cristaux liquides détestaient le froid, les pixels mouraient un par un, et la moindre panne transformait le tableau de bord en écran noir total. Les capteurs perdaient la tête, les chiffres dansaient, et certains modèles modernes t'indiquaient 3000 tours alors que tu étais à l'arrêt. Le pire, les réparations coûtaient une fortune. Et 10 ans plus tard, ces merveilles électroniques étaient bonnes pour la casse, impossibles à remplacer. Les conducteurs ont fini par regretter leur vieux compteur à rouleaux, simple, fiable, mécanique. Ce qu'on avait pris pour une révolution n'était qu'un mirage de silicium, et quand les écrans s'éteignaient, le futur ressemblait soudain à une panne d'ampoule. Il y a eu un temps où une voiture qui te faisait un clin d'œil n'était pas une métaphore, c'était littéral. Les phares escamotables ont illuminé les rêves de toute une génération de passionnés.
Sur une Mazda MX-5, une Lotus Esprit, une Toyota Celica ou une Ferrari 308, ses yeux mécaniques surgissaient à la tombée de la nuit comme deux paupières chromées. Un geste, un bruit discret de moteur électrique, et la voiture prenait vie. C'était une époque où la mécanique avait du panache, où chaque détail servait autant à séduire qu'à éclairer. Mais la beauté a un prix. Sous la pluie, les vérins grippaient. En hiver, la mécanique se bloquait. Et après quelques années, il n'était pas rare de voir ces voitures rouler avec un œil ouvert et l'autre fermé, donnant à leur élégance un air de grenouille fatiguée. Ajoute à cela les normes de sécurité pour piétons, de plus en plus strictes, et la fin était inévitable. Au début des années 2000, le dernier clin d'œil s'est éteint. Aujourd'hui, les phares sont plus puissants, plus intelligents, plus sûrs, mais ils n'ont plus d'âme. Les escamotables, eux, avaient quelque chose d'humain. Ils te regardaient avant de disparaître. Avant les sièges baquets, les airbags et les accoudoirs réglables, il y avait la banquette avant. Un seul coussin, large comme un canapé, qui traversait toute la voiture. Sur une Peugeot 403, une Renault 8 ou une Citroën DS, on s'y asseyait à 3, parfois 4 si l'on comptait l'enfant debout entre les 3 adultes. C'était convivial, c'était simple, c'était terrifiant. Pas d'appui-tête, pas de ceinture 3 points et surtout aucun maintien latéral. Dans les virages, les passagers glissaient tous du même côté, comme un seul homme. Et les longs trajets, un supplice lombaire. Mais la banquette avait une vertu, elle transformait chaque trajet en moment de partage. On se parlait, on riait, on vivait la route ensemble. Les années 70 ont mis fin à cette tradition au nom de la sécurité et du confort individuel. Les sièges séparés ont envahi les habitacles et la voiture est devenue un cocon personnel. La banquette avant, elle, a disparu sans faire de bruit, emportant avec elle un peu de chaleur humaine. Parce qu'à l'époque, on ne conduisait pas côte à côte par habitude, mais par affection. Avant les boutons, avant les moteurs électriques et les vitres One Touch, il y avait la manivelle. Un petit levier de métal ou de plastique, souvent bancal, qu'il fallait tourner à la force du poignet pour faire descendre la vitre. C'était simple, robuste et d'une efficacité variable. Sur une Renault 5, une Peugeot 205 ou une Citroën AX, ce geste faisait partie du quotidien. Un tour, 2 tours, 3 tours, et l'air frais finissait par entrer, parfois avec un grincement digne d'un vieux portail. Les vitres manuelles avaient leur charme. Pas d'électronique, pas de moteur capricieux, pas de fusible grillé. Mais aussi leur drame. En été, coincés dans les embouteillages, on suait en essayant de descendre la vitre, bras trempés, front collé au volant. Et quand on voulait impressionner au péage, la manivelle cassée ruinait instantanément l'effet. Le progrès a tout balayé dans les années 2000, place au silence des vitres électriques. Pourtant, il y avait quelque chose d'humain dans ce geste répétitif, un lien direct entre l'effort et le résultat. Les vitres à manivelle, c'était le seul équipement automobile qui te rappelait que, même pour respirer, il fallait travailler un peu. Pendant plus d'un demi-siècle, la France a roulé dans une autre lumière. Des années 1930 jusqu'en 1993, toutes les voitures françaises arboraient fièrement leurs phares jaunes, pendant que le reste du monde illuminait les routes en blanc. Cette exception française ne sortait pas de nulle part. En 1936, un décret imposa cette teinte sélective pour réduire l'éblouissement et distinguer nos voitures la nuit, notamment à des fins militaires. Sur une Citroën DS, une Peugeot 504 ou une Renault 12, cette lumière dorée donnait un ton chaud, presque romantique. Mais la poésie ne compensait pas la physique. Le jaune éclairait moins fort, moins loin, et dans le brouillard, il donnait parfois l'impression de rouler à la bougie. Et quand l'Europe a harmonisé ses normes, la France a dû s'incliner. Les phares blancs sont arrivés, plus efficaces, mais sans âme. Aujourd'hui encore, croiser une vieille voiture au phare jaune provoque une émotion particulière, un mélange de fierté et de mélancolie. C'était la France d'avant, celle qui croyait qu'en changeant la couleur de la lumière, on pouvait aussi changer la manière de voir le monde. Jusqu'aux années 2000, chaque voiture avait son cendrier. Pas un gadget, non, un élément de design à part entière. Dans la Renault 5, la Peugeot 205, la BX ou la 406, il trônait fièrement dans la console centrale, accompagné de son fidèle briquet 12 volts compressé comme un bouton de missile avant de le voir rougir. Fumer au volant faisait partie du rituel. Un geste machinal, un bruit de métal, un petit nuage de liberté. L'odeur du tabac froid, c'était celle de la voiture de papa, pas encore un tabou sanitaire.
On fumait sur la route des vacances, vitres entr'ouvertes, sans se soucier du cendrier débordant ou de la cendre qui volait sur le tableau de bord. Même les publicités automobiles de l'époque mettaient en scène ce quotidien sans filtre. Puis, le vent a tourné. Santé publique, enfants à bord, interdictions successives, et les cendriers ont disparu, remplacés par des porte-gobelets aseptisés. L'allume-cigare est devenu un chargeur USB, symbole d'un monde propre et connecté. Mais quelque part, au fond d'une vieille Clio ou d'une 405 break, un petit tiroir métallique dort encore. Trace d'une époque où le voyage sentait la liberté et un peu la gitane. Avant Spotify, les clés USB et les antennes intégrées dans le pare-brise, il fallait une arme secrète pour capter la radio. L'antenne télescopique. Fine, brillante, fièrement dressée sur l'aile d'une 205, d'une R21 ou d'une BX, elle s'étirait à la main, ou mieux encore électriquement, dès qu'on tournait la clé de contact. Un petit moteur la faisait surgir dans un bzzz mécanique digne d'un film de science-fiction. C'était classe, c'était moderne, c'était fragile. Un coup d'éponge mal placé, un gamin curieux ou un car-wash trop enthousiaste et c'en était fini. Les antennes se tordaient, se coinçaient, s'arrachaient. Et les versions automatiques, censées être le futur, finissaient bloquées à mi-course, un peu comme un drapeau qu'on n'arrive plus à hisser. La corrosion faisait le reste. Au bout de quelques hivers, la radio grésillait plus qu'elle ne chantait. Les années 2000 ont enterré le concept. Antennes intégrées, ailerons shark fine, connectivité totale. Mais avoue-le, il y avait quelque chose de magique dans cette tige chromée qui montait lentement comme un salut mécanique au conducteur. Une époque où, pour écouter la radio, il fallait déjà que la voiture soit d'accord. Avant les écrans numériques et les animations inutiles, il y avait cette merveille de simplicité, le compteur à rouleau. Une petite mécanique de précision faite d'engrenages et de tambours chiffrés qui faisait défiler les kilomètres un à un. Chaque décimètre parcouru enclenchait un discret clic, comme le battement d'un cœur mécanique. Sur une 2CV ou une Citroën GS, ce petit cliquetis rassurant accompagnait le bruit du moteur comme une horloge fidèle. Et quand on atteignait les 99 999 km, c'était presque une cérémonie. On attendait le basculement, on guettait le 00000, comme un reset de vie. Certains conducteurs prenaient même une photo, preuve de longévité avant Instagram. Mais les années 90 ont tué la poésie. Place aux compteurs électroniques, sans âme ni texture. Fini le clac du chiffre qui tourne, remplacé par un affichage froid, sans odeur d'huile ni de métal. Et même si ces rouleaux pouvaient parfois se bloquer, ils avaient un mérite. Ils rappelaient que le temps passait mécaniquement. Aujourd'hui, tout se réinitialise, tout se met à jour. Mais ces vieux compteurs, eux, portaient la mémoire du trajet, jusqu'au dernier tour de roue. Avant les toits panoramiques électriques et les vitres teintées commandées par écran tactile, il y avait lui, le toit ouvrant manuel. Une invention simple, géniale, presque romantique. Une manivelle, un joint en caoutchouc et la promesse d'un peu de liberté. Sur une Peugeot 205 GTI, une Renault 21 ou même une BX, on tournait la poignée avec espoir et le ciel s'ouvrait, parfois d'un coup sec, parfois après une lutte acharnée. Le premier souffle d'air valait tout l'effort, mais dès qu'il pleuvait, c'était une autre histoire. Les joints finissaient par fuir, l'eau s'invitait sur le siège conducteur et les mousses de garniture se décollaient comme des étiquettes humides. Certains propriétaires tentaient la réparation au silicone, d'autres glissaient un chiffon par habitude. Et pourtant, malgré les galères, personne ne s'en plaignait vraiment. Parce qu'un toit ouvrant, même manuel, c'était un petit luxe. Une façon d'amener un peu de ciel dans une voiture sans clim et sans artifice. Aujourd'hui, tout s'ouvre tout seul, sans effort, sans âme. Mais à l'époque, quand tu tournais cette manivelle, tu sentais le métal, l'air, la route et un peu de fierté. C'était le seul équipement qui te donnait le vent dans les cheveux sans ruiner ton assurance. Au début des années 2000, les constructeurs français pensaient avoir trouvé le Graal, la boîte robotisée. Un compromis malin entre la boîte manuelle trop vieille école et la boîte automatique trop chère à produire. Citroën lançait sa Senso Drive, Renault sa Quick Shift, Fiat sa Dualogic et même Alfa Romeo y allait de sa selle Speed. Sur le papier, plus besoin d'embrayage, plus de confort
et une consommation en baisse. En réalité, un rodéo mécanique permanent. Car ces boîtes n'étaient pas automatiques, juste manuelles, pilotées par un robot. Résultat, chaque démarrage se faisait dans la douleur, chaque changement de rapport avec une pause dramatique. En sortie de rond-point, la voiture hésitait entre la deuxième et la troisième, pendant que ton cœur passait en quatrième. Certains modèles, comme la C2 ou la C3 Senso Drive, étaient célèbres pour leurs à-coups, dignes d'une voiture-école mal réglée. Sur route, leur lenteur se mesurait presque au chronomètre. Une Senso Drive mettait près d'1 seconde à changer de rapport, quand une boîte DSG allemande n'en mettait qu'un cinquième. L'idée était brillante, mais l'exécution désastreuse. Les actionneurs tombaient en panne, les embrayages s'usaient vite et la réputation s'est effondrée. Aujourd'hui, ces boîtes sont une page noire de l'histoire automobile française. Elles devaient libérer le conducteur, elles ont surtout appris à des milliers de Français la vraie signification du mot patience. Les années 80 et 90 ont vu naître une étrange obsession, faire croire à la vitesse, même à l'arrêt. Les constructeurs, et surtout les tuneurs, ont inondé le marché de spoilers, jupes latérales et ailerons censés améliorer l'aérodynamique. Des accessoires en plastique, souvent plus décoratifs que fonctionnels, mais qui donnaient à ta voiture l'allure d'une voiture de course. De loin. Sur les Renault 1916, Peugeot 309 GTI ou même les AX Sport, les catalogues regorgeaient d'options. Extension d'aile, entrée d'air factice, jupe façon DTM, tout y passait. C'était l'époque où le mot GTI suffisait à justifier n'importe quelle exagération. Mais la réalité du vent est cruelle. La plupart de ces appendices n'amélioraient rien. Au contraire, ils alourdissaient les voitures, perturbaient les flux d'air et faisaient grimper la consommation. Et puis, soyons honnêtes, beaucoup de ces kits vieillissaient mal. Sous la pluie, ils gondolaient, au soleil, ils ternissaient. Ce qui devait donner de la prestance finissait souvent par donner du ridicule. Au tournant des années 2000, la mode s'est éteinte aussi vite qu'elle était apparue. Les lignes sont redevenues sobres, épurées, presque timides. Et aujourd'hui, les vrais spoilers sont cachés dans le flux d'air ou pilotés électroniquement. Mais pour ceux qui ont connu les années tuning, ces morceaux de plastique mal vissés restent un souvenir doux amer. S'il y a une invention qui résume à elle seule le génie et la tragédie de l'industrie automobile française, c'est bien la suspension hydropneumatique Citroën. Née en 1954 sur la traction avant, puis perfectionnée sur la DS, la CX, la XM ou la C5, cette technologie transformait la route en tapis volant. Oublie les bosses, les pavés, les dos d'âne, la voiture planait. Le confort était irréel, presque surnaturel. Et surtout, la voiture pouvait s'auto-niveler, s'incliner, se relever, comme si elle respirait. Mais le rêve avait un prix, celui de l'entretien. Sous le capot, un enchevêtrement de sphères, de conduits et de liquide vert baptisé LHM. Un système d'une complexité redoutable que seuls les mécanos Citroën formés à l'ésotérisme pouvaient comprendre. Et quand une sphère fuyait, c'était tout l'équilibre du véhicule qui s'effondrait. Les propriétaires de BX ou de Xantia s'en souviennent. Un matin, la voiture refusait de se lever et il fallait attendre qu'elle se réveille, lentement, dans un silence quasi religieux. Cette suspension était à la fois un chef-d'œuvre et une malédiction. Trop coûteuse, trop complexe, trop incomprise. Peu à peu, Citroën a abandonné cette signature, remplacée par des amortisseurs pilotés plus simples. Mais pour les puristes, rien ne remplacera jamais cette sensation de flotter sur la route. La suspension hydropneumatique, c'était le confort du futur, sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Avant Spotify, les clés USB et les écrans tactiles, il y avait le son du clic d'une cassette qu'on insère. C'était le geste rituel de toute une génération. Sur la route des vacances, entre les cris des enfants et les sandwichs au beurre de jambon, on glissait la compile maison dans le lecteur. Jean-Jacques Goldman, téléphone, balavoine, la voiture se transformait en scène de concert sur roue. Mais cette autoradio, c'était aussi un piège technologique. Les bandes s'en mêlaient, les têtes de lecture s'encrassaient, et le fameux auto-reverse inversait le sens, quand il voulait. Qui n'a jamais sorti sa cassette avec un stylo bic à la main pour rembobiner comme un chirurgien de fortune? Et que dire de ces lecteurs qui avalaient la bande sans jamais la recracher, comme un jukebox en grève? Pourtant, malgré ses caprices, l'autoradio à cassette symbolisait la liberté. On pouvait enregistrer ses chansons, créer ses propres mixtapes ou prêter un album à un ami en espérant qu'il revienne entier.
Chaque bruit, chaque cliquetis, chaque chk de passage de piste faisait partie du voyage. Puis vinrent les CD, les MP3, puis le streaming. Le son s'est perfectionné, mais l'émotion s'est diluée. L'autoradio à cassette n'était pas parfait, mais il avait une âme, celle d'une époque où la musique se méritait. Et aujourd'hui, quand un collectionneur met le contact sur une vieille BX et que le lecteur s'enclenche avec un clac, c'est tout un pan de la route française qui rejoue son refrain. Si tu as grandi dans les années 80 ou 90, tu t'en souviens forcément. Ces petites brosses minuscules logées sous les phares qui s'activaient en même temps que les essuie-glaces. Un gadget fascinant, presque attendrissant, venu tout droit de Suède, des Volvo, des Saab, avant de séduire les constructeurs français les plus ambitieux comme Renault, Peugeot ou Citroën sur leurs modèles haut de gamme. Sur une Renault 25 V6, une Peugeot 605 SV 3.0 ou une XM exclusive, c'était un signe extérieur de sophistication. Regarde, mes phares s'essuient tout seuls. Mais derrière le charme, il y avait la réalité mécanique. Des moteurs fragiles, des bus de lave-glace bouchés et des balais qui se coinçaient au premier gel. Au bout de 2 hivers, la moitié du système était hors service et les propriétaires finissaient par les débrancher. L'idée était bonne sur le papier, améliorer la visibilité la nuit en nettoyant les optiques, mais trop coûteuse, trop capricieuse pour survivre. Les constructeurs ont vite préféré les phares au xénon puis LED, beaucoup plus puissants et insensibles à la saleté. Aujourd'hui, ces minuscules essuie-phares font sourire. Ils rappellent une époque où l'automobile rêvait encore de perfection absolue, quitte à inventer des solutions à des problèmes que personne n'avait vraiment. L'élégance mécanique dans toute sa naïveté. Les années 80 et 90 ont été le terrain de jeu d'une génération d'ingénieurs français qui ne connaissaient pas la peur. Chez Citroën et Renault, on voulait rompre avec la monotonie allemande. Alors, plutôt que de faire un simple tableau de bord, on a créé des cockpits, des interfaces, des œuvres d'art mécaniques. Regarde une Citroën BX, compteur en rouleau, satellite de commande à gauche, touche carrée comme sur un magnétoscope. La Visa, elle, affichait son volant monobranche et son combiné de voyants digne d'un Airbus. Et la Twingo première génération, une révolution. Un compteur numérique central, un intérieur coloré et modulable, un tableau de bord aussi sympathique qu'un jouet de designer. Ces cockpits respiraient la créativité, la folie douce typiquement française. Mais leur audace a fini par lasser. Les conducteurs voulaient du sobre, du lisible, du standard. Et les normes de sécurité ont tout figé. Airbag passager, écrans tactiles uniformisés, plastique triste et symétrique. Aujourd'hui, tous les tableaux de bord se ressemblent, noirs, brillants, monotones. Et quand on revoit celui d'une BX ou d'une Twingo 1, on se dit qu'il y avait là une vraie personnalité, un grain de génie. Pas surprenant qu'il soit si prisé sur le marché de l'occasion. Avant les années 80, tourner le volant d'une voiture, c'était du sport. Sur une Renault 20, une Peugeot 404 ou une Citroën Ami 8, manœuvrer à l'arrêt demandait des bras solides et un mental d'athlète. Puis est arrivée la direction assistée, d'abord hydraulique, puis électrique, et tout a changé. D'un seul coup, les stationnements sont devenus faciles, les demi-tours possibles d'une main, et les trajets en ville un vrai plaisir. Les conducteurs ont découvert qu'on pouvait tourner un volant sans transpirer. Mais le progrès, comme toujours, n'a pas su s'arrêter. Les premières directions assistées hydrauliques offraient un ressenti subtil, un juste équilibre entre confort et retour d'information. On sentait la route, ses irrégularités, son grain. Puis est venue l'assistance électrique, plus douce, plus silencieuse, mais totalement aseptisée. Le volant est devenu une manette de console, pratique mais sans émotion. Aujourd'hui, la plupart des voitures filtrent tout, plus de vibrations, plus de retours, juste une légèreté artificielle. Certains diront que c'est le progrès, d'autres que c'est la fin du plaisir mécanique. La direction assistée a libéré nos bras, oui, mais elle a aussi effacé un peu de notre lien avec la route. C'était une révolution qui a fini par trop bien faire son travail, rendre la conduite sans effort et sans sensation. Certaines idées ont changé la route, d'autres l'ont simplement quittée. De la boîte au volant au GPS intégré, toutes ces innovations racontent la même chose. L'audace d'une époque où l'on préférait tenter plutôt que copier. Aujourd'hui, tout est plus sûr, plus rapide, plus technologique, mais souvent moins vivant. Les voitures d'hier avaient leurs défauts, mais elles avaient du caractère. Alors dis-moi, quelle innovation moderne va, selon toi, disparaître dans 10 ans ?
Les écrans géants? Les aides à la conduite? Ou la voiture elle-même? Like, abonne-toi et prépare-toi. La prochaine vidéo suggérée par YouTube te permettra de poursuivre ton voyage dans l'univers fascinant de l'automobile.